Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la glisse après la 15e Olympiade pour les Jeux de Milano Cortina. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, le journal de la glisse de Marc Garcia. On va donc le retrouver régulièrement, vous le savez, tout au long de cet hiver pour nous parler de la glisse et également aussi ce soir surtout pour nous parler de ces quinzaines Olympiades avec 23 médailles pour les Français. Vraiment un très beau succès et également aussi un très beau moment hier soir du côté d'Albertville. Et on va revenir justement sur ces JO tout au long de cette émission. Vous pourrez également aussi poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez donc des questions à poser à Marc, il sera là en direct de Megève pour répondre à toutes vos questions. On va faire apparaître notre cher Marc. Bonsoir Marco. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Bienvenue Marc, toujours ravi de vous retrouver après notre 15e Olympiade ce soir. Marc, on a quand même parlé beaucoup de sport tous les soirs. On était là pour faire les analyses, également aussi réagir en direct. Vous avez été très nombreux également à poser vos questions. Et là, on va reparler de la glisse, mais on va faire quand même un petit bilan de ces JO qui ont été magnifiques avec 23 médailles en tout pour les Français. Oui, des très bonnes Olympiades. Apparemment, en Italie, on avait pas mal d'inquiétudes au début des Jeux Olympiques sur les infrastructures qui n'étaient pas totalement terminées, mais apparemment, tout s'est bien passé et félicitations à nos amis italiens. Vous voyez, j'ai essayé de faire un peu honneur en m'habillant un peu à l'italienne, hein. J'ai Très sorti le très nœud beau, papillon très très beau. Regardez. pour le remercier et d'avoir encore, encore une fois mener de main de maître les différentes épreuves, les différentes disciplines et surtout, encore une fois, une magnifique cérémonie de clôture que j'ai trouvée à l'italienne, comme la cérémonie d'ouverture, la classe. Et c'est pour ça que je tenais à leur rendre hommage ce soir. Eh oui, vraiment un très très beau moment dimanche soir qui a été suivi par plus de 5 millions, 600 000 téléspectateurs quand même, sans compter ceux qui regardent en replay. C'est vrai, ça a été vraiment 15 jours nickel pour l'Italie. Ils avaient un peu peur au début, mais finalement, tout s'est bien passé pour eux. Bon, j'ai l'impression, moi, je ne faisais pas partie, j'étais pas là-bas en Italie, mais globalement, je crois que ça a été très, très positif. Vous avez vu, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu des conditions climatiques assez particulières. Mm. Mais c'était pour tout le monde pareil. Et surtout, des belles Olympiades qui se terminent magistralement. Voilà, magnifique avec 23 médailles. Hier soir, ils étaient du côté de Albertville pour fêter justement ces 23 médailles, puis également aussi le retour du drapeau olympique également pour nos JO de 2030 qui approchent à grands pas maintenant. Faut s'y mettre. Oui, quand on dit 4 ans, en vérité, en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que, du coup, on se retrouve, on appelle ça sur. Du coup, j'ai perdu le fil. Vous me Ouais, disiez, parce que j'ai reçu, encore une fois, comme on est en direct, le téléphone sonne. Hop, je suis voilà, obligé de déconnecter le voilà. téléphone. Allez, reposez-moi la question. Oui, donc je disais, par rapport à ces Jeux Olympiques, il y a 23 médailles. On se prépare déjà pour 2030. C'est ça, hein? Oui, alors, j'étais en train, oui, c'est quand on dit 4 ans, mais Oui. globalement, c'est pratiquement 3 ans en ce qui nous concerne, parce que vous avez normalement une obligation de préparer ce qu'on appelle les pré-olympiades. Alors, on l'a vu en Italie, il y a pas toutes les disciplines, mais globalement, vous avez un peu le devoir de faire certaines disciplines. En tout cas, de tester les conditions, les terrains, les pistes, les certaines disciplines, un an avant pour voir un peu ce qui peut être amélioré ou si tout se passe bien. Donc c'est pour moi schématiquement c'est les Jeux Olympiques c'est dans 4 ans, mais je pense que certaines disciplines auront déjà lieu dans 3 ans. Voilà, et c'est très vite là, c'est vrai. Vous avez raison, Marc. On sait que les athlètes, voilà, ils ont dit, voilà, les JO sont faits, mais également leur compétition continue avec de différents rendez-vous jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, on verra après. Je vous donnerai un peu le programme, notamment du ski alpin, mais pas que pour la fin de saison. Mais là, bon, 2030, c'est encore une fois, c'est là. Il y a encore un gros chantier, vous l'avez vu, hein.
Il y a un peu de bouleversement, il y a un peu de complexité aujourd'hui pour la mise en œuvre pour cette magnifique épreuve olympique, avec cette diversité de sites. Bon, c'est comme ça. Les Italiens nous ont montré le bon chemin. Je reviendrai sur les 23 médailles. Bon, on a battu le record, ça c'est clair. Mais soyons aussi honnêtes, il y a la Palme d'Or revient au nordique, pour être clair. Hein. On va dire que on parle du biathlon, mais aussi le ski de fond, c'est le nordique. Donc je crois qu'il y a 16 médailles sur 23, ce qui est quand même énorme. Et il y a certainement un chantier, il y a certainement les états généraux après ces Olympiades pour faire un bilan et voir quelles sont les modifications qu'il va falloir apporter pour avoir des athlètes le plus performants dans 4 ans. Donc il y a encore, à mon avis, beaucoup de choses à faire, évidemment, pour essayer d'être le meilleur dans certaines disciplines, hein, qui souffrent un peu de budget, qui souffrent un peu de terrain d'entraînement et de choses comme ça. Obligé de s'expatrier, obligé d'aller ailleurs, mais voilà, c'est quelles vont être les décisions politiques pour permettre à nos athlètes, politiques et sportives, pour permettre à nos athlètes de se préparer du mieux possible dans beaucoup de disciplines, parce qu'on a vu que c'était large et complet, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, à voir, justement, on aura le temps d'en parler hein, pendant ces 3 prochaines années, hein, Marc. Là, on peut voir les vidéos hein, réalisées par notre correspondante Claude Vernier-Favret, qui a eu la chance de pouvoir pénétrer dans la halle olympique hier soir. C'était pour le retour des athlètes, également des anneaux olympiques. On va revenir justement sur le week-end, Marc, avec en bref, Oui, justement, oui, hein, avec cette fois-ci en biathlon aussi également qu'ils ont brillé, hein, les Français, avec un doublé savoyard, justement, bah oui, sur la Mastart en biathlon, Océane Michelon en or et Julia Simon en argent, c'était samedi. oui, oui. Quelle épreuve, encore une fois, hein. Le biathlon, ça a amené vraiment une passion et on a suivi cette épreuve parce que c'est toujours plein de rebondissements avec le tir, mais aussi la partie ski. Et là, celle qui a tiré l'épingle du jeu est Océane, qui est allée chercher vraiment brillamment, autant au niveau du tir que du ski, 7 médailles d'or. Je dirais sa première pour elle, puisqu'elle n'avait jusqu'à maintenant aussi jamais gagné de Coupe du Monde, soyons clairs, et suivi de près de Julia Simon. Donc là, c'est vraiment une fin en apothéose pour cette équipe de France de biathlon. Et j'étais vraiment comme nous tous, les larmes de joie et tout. Je pense qu'on les a tous partagées pour cette journée exceptionnelle pour les féminines, oui. Une pluie de médailles hein, durant le week-end quand même. Hein. C'était les derniers instants, mais c'est vrai que les Français en parlent-ils pas. Ils ont continué, que ce soit en biathlon et également aussi dans d'autres disciplines. Cette fois-ci, c'est Oh. Émilie Harop et Thibaut Anselmet en or, en ski alpinisme également durant le week-end. Hein. Oui, oui, oui. Alors il y avait une revanche particulière hein, pour ces deux athlètes qui étaient les grands favoris de l'épreuve simple, notamment Émilie, hein, qui a laissé la première place à nos amis suisses et qui était avant de pouvoir changer lors d'une transition a perdu beaucoup de temps. Et là, il y avait une revanche importante. Ils ont vraiment, pour moi, dominé de la tête et des épaules, pour ainsi dire. Et légitimement, ils emportent cette médaille d'or. Bravo à eux pour ces deux athlètes hors normes exceptionnels. Euh, c'est une épreuve, comme vous le savez, nouvelle aux Jeux Olympiques et qui espère être dans le temps pour les Jeux Olympiques de 2030, à peut-être un format un peu différent. Mais Mm. oui, c'était encore une fois exceptionnel avec deux personnes complètement différentes hein, entre Émilie, avec ce côté un peu anglophone, mais aussi Anselmé, Thibaut, qui lui est de Bonneval-sur-Arc, nous a mis là-bas, le fin fond un peu de la Maurienne, avec des belles valeurs. Et ça faisait chaud au cœur de voir toutes ces émotions qui étaient vraiment intéressantes à prendre pour nous tous. Tout à fait, voilà, bravo à tous les deux, hein, c'est les Savoyards, toujours aussi brillants. On va continuer, Marc, également, avec cette fois-ci en ski de fond, hein, également, avec une belle place pour le Haut-Savoyard Théo Chély, hein, sur la Mastart en ski de fond également. Hein. On peut quand même faire un clin d'œil à lui. Oui, surtout que, bon, encore une fois, la grande domination de Johannes Kebö, hein, qui fait ses 6 médailles d'or sur 6 épreuves, 6 médailles d'or.
Je crois qu'il en cumule à peu près 11. Donc le Mhm. seul athlète, je crois, au monde qui est spécifiquement dans les sports d'été, qui est Michael Phelps, c'est certainement le plus grand médaillé en discipline d'hiver, hein, avec des titres, quasiment 11 médailles d'or, je crois, de mémoire. Donc c'est totalement exceptionnel. Mais notre Français, qui finit à une belle quatrième place avec une épreuve très encore une fois, le nordique est à féliciter. Nos athlètes ont brillé. Il y avait beaucoup d'intensité, de drame, parce que c'était aussi une piste très compliquée avec des changements de neige, avec une difficulté technique, malgré tout pour les skieurs de fond, avec ces conditions atmosphériques et ces conditions de neige, qui ont rendu un peu plus difficile parce qu'il y avait tous ces formats au niveau de la descente, notamment avec des descentes très techniques. On a vu beaucoup de chutes lors de ces épreuves de ski de fond. Mais ça se termine en beauté et félicitations à autant le biathlon, mais aussi le ski de fond. Ils ont été brillants et exceptionnels. Bravo à eux. Ouais, jusqu'au bout, hein, on peut dire, ils ont tenu. Hein. Ouais, ouais. Jusqu'au bout, surtout que on l'a vu pour la première fois, les femmes aussi faisaient le 50 km en ski de fond. C'est une grande première dans l'olympisme d'hiver. Jusqu'à maintenant, les épreuves olympiques de sport d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver, terminées par 50 km en ski de fond chez les hommes, qui étaient sous une forme en ce qu'on appelle classique, non pas en skating, mais alors skating, c'est des mouvements comme ça, hein, comme le patinage que vous faites sur des patinoires. Mais là, c'est en classique et ce sont les femmes qui ont terminé avec. C'est une première édition pour elles. Alors, il y a la Vasalopette, cette grande épreuve qui existe dans les pays scandinaves, mais surtout, c'est la première fois que les femmes faisaient ce 50 km classique pour terminer les Jeux Olympiques. Et on a vu une domination de la Suédoise Carlsson qui a été totalement exceptionnelle de mémoire, devant la Norvégienne et surtout nos amis suisses, une troisième place pour la Suisse. C'était une grande première pour le ski de fond féminin. Voilà, bravo à eux, hein, bravo, bravo pour le ski de fond également. Et on les attend pour 2030, hein, c'est ça. Oui, alors vous savez que pour ceux qui sont un peu des spécialistes au niveau physique, dans la catégorie dépenses énergétiques et les coefficients, il y a des coefficients, vous avez des coefficients, et c'est le ski de fond qui est loin devant beaucoup de disciplines. Je crois qu'en dépenses énergétiques et physiques, c'est l'aviron qui est situé en deuxième place, mais le ski de fond est vraiment l'une des épreuves parce que vous avez tout l'ensemble du corps qui travaille, en plus de ça, un phénomène d'équilibre, de sensation de glissement qui n'existe pas dans certains sports. Voilà, voilà, le ski de fond, on les attend pour 2030 à nos athlètes, puis également aussi hein, tous ceux qui, avec les autres disciplines. Alors, on va quand même également s'arrêter sur, bah oui, on le connaît maintenant, on l'a vu beaucoup Oui, hier à la télévision, sur France Télévisions, hein, notamment lors de la cérémonie du côté de la halle olympique d'Albertville. C'est Quentin Fillon-Maillet qui devient donc le Français le plus médaillé de l'histoire des JO quand même. Hein. oui, il est passé en termes de médailles totales. Hein, on va parler médailles d'or puisque Ouais. Teddy Riner et Martin ont plus de médailles d'or, mais au total de médailles, c'est celui qui est le plus grand Français en termes de médailles. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe, bravo. C'est un sport ingrat aussi, il l'a expliqué. Mais ce qui était très surprenant, c'est que il avait l'idée, il a expliqué de pouvoir s'arrêter, de dire bon, allez, je fais mes dernières JO, j'arrête après ça, et du coup, l'ambiance, l'euphorie l'amène à penser que pourquoi pas de continuer pour enfin finaliser sa carrière de main de maître en France et encore plus, vous le savez dans cette épreuve absolument incroyable de Coupe du Monde hein, au Grand Bornand. Et je pense que si le site tel qu'il est et les épreuves de Coupe du Monde qui existent depuis tous les ans, c'est le site choisi pour les Jeux Olympiques en 2030. Je pense qu'il va y avoir le feu au lac là-bas. On peut le dire, c'est vrai. C'est tout à fait raison, Marc. Voilà. Bon, on attend avec impatience hein, ces JO 2030. Voilà, donc c'était vraiment les faits marquants hein, des 2 derniers jours
de cette compétition, toujours avec également cette belle réussite hein, de ces JO organisés du côté de Milano Cortina. En France, ça se prépare bien. Hein. On a pu voir hier Edgar Gros-Piron, ça a l'air de bien se préparer. Hein. Ça avance. Oui, en tout cas, il a rassuré un peu ses détracteurs, Oui. parce que vous avez vu que les questions étaient clairement posées. Donc après, ben, on attend de voir la suite, hein, parce que vous savez, c'est du travail au quotidien et pas simple non plus sur un terme de logistique. Donc on va voir comment les choses vont évoluer d'ici peu de semaines, parce que je crois que en l'occurrence, notamment ce qui concerne le patinage de vitesse, quelle sera la patinoire choisie, parce que c'est une patinoire qui coûte très cher de pouvoir en fabriquer une. Donc ce sera ou l'option peut-être de Milan ou l'option de la Hollande. C'est encore des propositions et un chantier assez cohérent sur les patinoires qui seront utilisées pour le hockey sur glace, pour le short track, voilà. C'est quand même beaucoup de choses à penser, et pas que non plus. Voilà, affaire à suivre. On suivra tout ça avec Marc hein, jusqu'à 2030. Marc, vous resterez avec nous quand même hein, jusqu'à 2030 pour justement hein, ces prochaines années qui vont être vraiment très très intéressantes. On peut voir encore des images grâce à notre technologie hein, actuelle, les images de hier soir du côté de la Halle Olympique avec également voilà ce spectacle hein, qui était donné pour justement le retour des athlètes, également aussi le drapeau olympique. On va remercier beaucoup Claude Bernier-Favret, hein, notre correspondante, hein, notre super Claude, qui nous a ramené ces images. On va continuer, Marc, avec nos questions. Hein. On va pas perdre l'habitude. Hein. On a fait ça pendant la quinzaine olympiade. Et là, on va continuer également avec le 19h de Marc Garcia au niveau de la glisse. Et bah oui, hein, on va pas s'arrêter. On va poser une question. Justement, Marc, quand on vole les instruments de paiement de sa camarade de chambre et qu'on les utilise sans son consentement sur le plan moral et également sportif, a-t-on encore le droit de représenter la France et les valeurs olympiques? Attention, là, c'est une question assez dure. La quête de médaille, elle est au-dessus de la morale. Quid de la victime et de ses résultats durant cette Olympiade? Ça, c'est Pierre qui nous pose la question. Pierre Onium. Oui, alors après, on peut faire le sujet et le débat. Julia, il y a eu un dossier, elle est passée, il y a eu un tribunal qui a jugé. Donc elle est passée, elle a reconnu après, elle a reconnu les faits. Je pense qu'elle a payé. Alors après, il peut y avoir certaines erreurs. Je pense que vous savez, les êtres humains, malgré tout, même si dans le sport on pense que on doit être assez irréprochable, mais on a vu d'autres sujets, hein. J'ai vu un sujet sur un ancien champion de snowboard américain qui faisait partie l'un des plus grands trafics de stupéfiants et de cocaïne au monde, qui a été arrêté aux États-Unis, un grand champion il y a très très longtemps. Donc vous voyez que il peut y avoir certaines dérives. Le tout, c'est que elle a été inculpée, elle a payé cette suspension, elle est revenue. Bon, après, moi, je veux pas être le juge de paix. À un moment donné, il peut y avoir certaines dérives, il peut y avoir certaines choses. Moi, je serais pas à même à juger le comportement de certaines personnes, mais encore une fois, quand vous faites partie d'une équipe et quand vous êtes dans l'encadrement, puisque vous le savez que je suis aussi entraîneur, on doit aussi être très intransigeant sur des valeurs qu'on amène, sur des sujets de discussion, sur le respect des gens, sur la façon dont on peut dire bonjour, merci, au revoir, pour respecter qui que ce soit dans le monde où vous avez à vous déplacer. Donc ça fait de la façon dont vous tout simplement respectez n'importe quel niveau de personne sans avoir besoin de se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça fait aussi, à mon avis, partie intégrale d'une formation, notamment des entraîneurs, et non pas d'être toujours assis et de se contenter, vous savez, ouais, on est là, moi je suis entraîneur, je suis éducateur sportif, je m'occupe essentiellement de la technique. Moi, je reste assez dubitatif quand j'entends ce genre de schéma et en tout cas de discussion. On est là aussi pour amener une intransigeance, un respect et certaines valeurs, et d'être catégorique là-dessus. Après, elle a été jugée, elle est revenue, elle a gagné. Après, j'imagine que pour elle, à chaque fois, on lui ramène sur le devant Cette de la scène histoire.
ce flux-là, j'imagine que ça va pas non plus être très simple pour elle, parce que c'est certainement quelque chose qui va lui rester pour quasiment une bonne partie de sa vie. Elle a montré ce qu'elle était capable de faire sur le terrain. Elle s'est montrée à elle-même qu'elle était capable de remporter les médailles. Après, moi, en tout cas, je ne suis pas entraîneur de cette équipe-là, je ne prends pas de décision. La fédération l'a sanctionné aussi. Donc voilà, après, on peut toujours, vous savez, on a tous des avis différents on peut faire de la philosophie, sur la politique, sur la religion, mais c'est comme ça, c'est la diversité des gens. Après, quand les gens sont jugés et qu'ils ont payé et qu'ils ont reconnu, bon, ça s'appelle Oui. aussi, on pourrait presque appeler ça du pardon, mais certaines valeurs peut-être aussi atteintes. Oui, je pourrais être d'accord avec Pierre là-dessus. Voilà, merci à Pierre, hein, voilà une question fort intéressante, hein. On va continuer avec Bob Toussaint depuis YouTube qui nous demande est-ce qu'on peut espérer du mieux pardon, pour Grand Montana ou bien les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors Bob, tout ça, si vous pouvez me rapporter, pendant que je réponds à cette première question, une deuxième, qu'est-ce que vous entendez par même cause, même effet? Alors Crans-Montana, c'est l'année prochaine, c'est nos amis suisses, hein. Crans-Montana, organisateur des prochains championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine. Vous savez que c'est alternativement avec les Jeux Olympiques, et c'est tous les 2 ans sur des périodes impaires. Donc il y avait 2025 l'année dernière en Autriche. Crans-Montana qui revient, je crois que la dernière, c'est quelle année, Jean-Jacques? 87. La dernière année, c'est en 1987, donc ça remonte à bien longtemps. Ils avaient essayé d'être candidats pour les Jeux Olympiques. Et ils reviennent sur Crans-Montana avec cette station avec beaucoup de charme, et malheureusement le drame que tout le monde a vécu dans le monde entier. Euh, et beaucoup de pensées encore pour les victimes, en tout cas pour les blessés. Mais oui, il y a les championnats du monde l'année prochaine à Crans-Montana. Vous savez, c'est le cumul des années. On a l'année championnat du monde, Jeux Olympiques, championnat du monde. Après 2028, on n'en aura plus. Euh, il y avait un grand débat, vous savez, en France, en 87, le budget de la Fédération française de ski, le budget qui avait été mis pour préparer les championnats du monde de Crans-Montana en 87, était quasiment 2 fois supérieur au budget de l'Autriche et certaines nations. Et à l'époque, on avait fait zéro. Et la discussion qui avait été parmi les élus et parmi le système français, c'est de se dire, ouais, finalement, on nous dit il faut de l'argent, il faut des budgets, mais on en a plus et on n'a pas de résultat. Je vous rassure, on est quasiment 30 ans après. Il y a une certaine évolution. C'est sûr que quand vous avez des budgets et de quelle façon on peut préparer les athlètes, on a vu différents sujets pendant les Jeux Olympiques d'ailleurs, hein, pour certaines disciplines, comment les athlètes étaient capables de pouvoir s'entraîner ou pas, et certaines disciplines qui sont mises un peu de côté. Bon, Crans-Montana, euh, on sait schématiquement, pour pas se voiler la face, c'est que on va prendre les filles d'abord. Elles sont en reconstruction. Elles ont une équipe qui avance tranquillement et doucement au niveau du slalom, ce qui est plutôt intéressant. En géant, mis à part Clara Dires, il y a certainement un travail à continuer, mais globalement, il y a pas de folie derrière non plus. Et en vitesse, vous avez les 3-4 cartouches, hein, qui sont Roman, qui sont Camille Cerruti, qui sont Laura Gaucher. C'est quand même une spécificité. Alors, on sait que les descentes, ça demande beaucoup d'expérience, et peut-être encore plus chez les femmes. Euh, Après, chez les garçons, ben, on n'est pas passé loin, notamment avec Nils Allègre, hein, on l'a vu, mais pas Mm. que. Nils Alphand, on a vu Mathieu Bellé, on a vu nos descendeurs cet hiver vraiment proche du podium entre le super G et la descente. Géantiste, ben vous avez Léo Angno et Pintus, je suis pas sûr qu'il va continuer. Et chez les slalomers, il faisait partie des meilleures équipes du slalom au monde, hein, depuis le début de saison. Et la saison n'est pas terminée non plus. Donc, en tout cas, les slalomers entre Clément, entre les fils à Bastoun, Steven Amier, avec Paco Racha, Victor Blandé et bien d'autres encore, l'équipe de jeunes derrière. Donc, en fait, il va falloir, pour moi, des championnats du monde tels qu'ils arrivent, c'est aussi une continuité, et de voir de quelle façon on va, en tout cas, l'ensemble de l'équipe de France de ski va continuer à travailler, ou en tout cas préparer, utiliser ces championnats du monde pour aussi préparer les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, ça va servir pour les deux et ça va donc justement les entraîner et les améliorer également, hein, les mettre dans le contexte.
Théoriquement, oui, mais vous savez, alors là, pour le coup, les Suisses, là-bas, chez eux, ils vont être intraitables, hein. Il va falloir être très Mm. fort pour aller les chercher, hein. Je pense, je pense, c'est vrai, les Suisses. Alors, voilà, puis on a un petit commentaire de Inspiri qui nous dit merci Marc pour toutes ces expertises et la qualité de l'émission. Ça nous touche beaucoup. Merci pour ces beaux commentaires. On sait que souvent sur les réseaux, il y a toujours des mauvais commentaires. Mais là, regardez, on va le remercier beaucoup, Inspiri, hein, qui nous suit régulièrement sur YouTube, hein. Merci, merci. Ouais, puis on essaye d'être un peu intègre. C'est nos amis suisses. Bon, ben, ils ont ramené quand même pour le ski alpin, hein, on en parlait entre Van Almen, entre Odermatt, entre Loïc Meillard. Chez les garçons, je vous dis pas la chambre, hein, ils ramènent une valise avec eux, hein, une valise de médailles, hein, des Jeux Olympiques. C'est vrai, c'est vrai. Et, Voilà. et Alors, attention, et encore une fois, l'année prochaine chez eux, je peux vous dire, attention les vélos, hein. Il va falloir aller les chercher, hein, autant les garçons que les filles, hein, ouais, ou les filles et les garçons. pensez qu'ils vont pas faire de pitié. Oui, puis en 87, ils avaient fait une razzia, hein. Si vous regardez les résultats, ils ont fait un carton, hein. Heureusement que nous, comment ça s'appelle ça, en hémisphère sud, je cherche en 66, à Portillo. Heureusement on avait fait la razzia avec la grande équipe d'époque, mais après, en termes de résultats, c'est les Suisses qui avaient quand même qui avaient mis une tarte à tout le monde en 87. Donc, et l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, autant les garçons que chez les filles, dans toutes les disciplines, il va falloir s'accrocher l'année prochaine chez eux, hein. Voilà. À Et mon, on espère à qu'ils vont mon quand même briller. avis, à mon avis, ils ont une fondue, une raclette particulière là-bas, qui peut-être est intéressant à travailler. À voir, voilà. Alors, et justement, Inspirig, il a une question, hein, avec petite question dernière, derrière la démission de Marco Pini, faut-il avoir une remise en question plus profonde de la structure technique italienne? Oh, oui, bah, certainement, parce qu'il y a toujours, en tout cas, il y a certaines nations, on discute pas. Mm. Vous êtes en Italie, on attendait beaucoup de résultats de la part des techniciennes en Italie. Bon, Brignone a été exceptionnel, on le sait. Bon, chapeau à elle. Mais globalement, l'arbre qui cache la forêt, et là-bas, ça discute pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs prennent leurs responsabilités, on plie les gaules, on s'en va. Voilà. Après, on peut toujours polémiquer, on peut toujours avancer un certain nombre d'arguments, tout à son honneur. Quand à un moment donné, bah, les résultats sont pas là, les contre-perfs sont pas là, il n'y a pas de temps à perdre. On assume gentiment un certain nombre de faits. Alors, moi, je suis pas spécifiquement avec les Italiens, mais bon, après, c'est des décisions qui sont personnelles et qui me paraissent légitimes par rapport à ce que les Italiens attendaient chez eux. Jeux olympiques, globalement, mis à part Brignone et un peu en vitesse, globalement, les Italiens, autant les garçons que chez les filles, en géant, en slalom, garçon zéro, et chez les filles, à part Brignone, comment elle s'appelle, et l'autre, et la descendeuse, techniquement, en slalom, tout ça, c'est passé au travers. Donc, ben, Mm. certains anticipent le coup, ils disent, bon, ben, moi, je pense que j'arrive, en plus, c'est pas non plus un jeune entraîneur, donc, à un moment donné, ben, légitimement, il a essayé de faire le maximum, ça n'a pas marché, et puis il assume et il s'en va. Voilà, oui, tout à fait. Voilà pour la réponse à Inspiring. Et puis justement, Pierre qui nous dit, en plus, il y a la potion magique de Gigi Ray à Crans-Montana. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est une potion magique. Justement, vous avez la fondue, vous avez la raclette, mais j'y j'irai. C'est un de nos amis qui est là-bas, qui est alors pro Anzer Grand Montana. Et ouais, c'est pour ça que c'est une potion magique parce qu'il connaît tout le monde. Et puis ils ont, vous savez, les Suisses, ils ont une certaine potion magique qu'ils ne partagent avec personne. Ah, ah oui, c'est Ah rien oui. que pour eux. Ah oui. Eh oui, nous on a des druides, mais ils ont une potion magique. Voilà. Chacun nos trucs. C'est ça. C'est c'est un Chacun petit ses peu trucs. ça. Voilà, c'est ça. Voilà pour la réponse à Pierre en direct, hein. N'hésitez pas à poser vos questions à 19h43 en télévision, en tablette et sur vos smartphones, hein, Facebook, YouTube et également Twitch. Une nouvelle question également de Bob Toussaint, hein, qui nous dit justement l'avenir n'est-il pas à des cellules d'entraînement privées plutôt qu'avec les fédérations? Qu'en pensez-vous? Alors pour le coup, c'est un grand débat qui date pas d'aujourd'hui, hein.
Soyons clairs. En tout cas, pour la France, l'une des dernières championnes dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait déjà une structure privée au sein de la Fédération française de ski, c'est tout simplement la grande championne qui s'appelle Carole Merle, qui est la dernière à avoir fait médaille en super géant, puisqu'on avait parlé de Carole Montier en descente, mais Carole Merle avait déjà à l'époque une structure privée. Après, vous avez eu Alexis Pinturo, qui a aussi une structure privée. Et de toute façon, ça en prend le chemin globalement, hein, dans toutes les équipes. Shiffrin, les États-Unis, elle a une équipe, elle a une structure privée. Globalement, Brignone, elle fait partie de l'équipe italienne. Elle a aussi sa structure privée. Donc, ça en prend tout doucement le chemin. Mais le dilemme de tout ça, c'est que vous êtes obligé de passer par une fédération, quoi qu'il en soit, même si vous avez une structure privée, quelles que soient les nations dans lesquelles vous êtes. Alors, vous avez le Brésilien, qui n'est pas pour moi non plus un Brésilien, mais que sa maman fait partie du Brésil, c'est Braten, qui a grandi en Norvège, qui a couru pour la Norvège et qui finalement, avec des soucis de logistique et de partenariat, de sponsoring, a démissionné de la Norvège et a récupéré une structure qui est vraiment 100% pour lui, qui est une structure on va pas appeler ça brésilienne, mais qui a une connotation brésilienne dans l'appellation. Mais vous savez, moi-même, je suis entraîneur d'une athlète japonaise qui fait partie de l'équipe du Japon, qui est une slalomeuse, et donc j'ai une propre structure privée. Et je suis aussi lié entre une structure privée avec certains athlètes et aussi des fédérations. Mais aujourd'hui, ça en prend le chemin parce que vous avez dans beaucoup de pays, je peux vous citer un nombre incalculable de structures privées. On en a quelques-unes en France. Euh, et pas la moindre aussi à Tignes. Donc oui, c'est aussi des formats parce qu'en fait, quand vous êtes au niveau de la Coupe du Monde et parmi les meilleurs, vous êtes évidemment pris par les équipes nationales, par l'encadrement. Et puis quand vous êtes entre deux, vous savez, ben vous êtes plus là-bas, mais vous voulez continuer. Mais c'est compliqué pour des termes de budget. Et donc, du coup, vous êtes obligé d'en refaire parce que vous n'avez plus la possibilité d'être au sein de votre comité, bien que, parce que vous savez, les comités, c'est les régions. Vous avez le comité, les grands comités qui sont la Savoie, le Mont Blanc, le Dauphiné, les Alpes du Sud. Vous avez aussi les Alpes un peu plus bas. Vous avez le Jura, vous avez les Vosges. Donc vous avez tous ces comités. Et quand les gars redescendent à un niveau, ben, il n'y a pas non plus les entraîneurs et les structures pour entraîner ces gars au top niveau. Donc, ils en réfèrent systématiquement à des structures privées. Et Voilà. je pense que ça en prend de plus en plus le chemin. De plus en plus. Et est-ce que vous êtes pour Ouais. ou contre justement ça? Bah moi, je suis le premier concerné. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas vous Mmh. dire. Je peux pas vous dire que je suis là. Et en fait, c'est le système aujourd'hui qui évolue dans beaucoup de disciplines, hein, et pas non plus pas que dans le ski alpin. Hein, on le voit aujourd'hui avec on a vu dans le pipe, on a vu dans le big air, on a vu dans certains trucs où c'était compliqué de s'entraîner et les gars vous disent bah ouais, moi je suis obligé de m'expatrier, d'aller voir dans d'autres pays, de m'aider. Mmh. Ben, c'est comme ça. C'est un peu le quotidien aujourd'hui. Euh, si les structures privées peuvent évidemment permettre à certains athlètes et apparents d'abord c'est le financement, mais de permettre de continuer le chemin au lieu de dire bah ouais à 23 ans la carrière est terminée, pip c'est plié, je peux plus rien faire et de pouvoir continuer et d'arriver avec le rêve, avec tout ce que l'on veut et de pouvoir performer. Pourquoi pas? De toute façon, sincèrement, il n'y a pas d'autre option. Donc, on peut pas envisager que la fédération, les structures fédérales le permettent absolument pas. Alors, soit vous partez dans une structure privée telle que moi je fais partie, ou bien d'autres, Mmh. mais vous pouvez aussi, vous savez, la structure exemplaire et la structure qui permet à certains athlètes de continuer leur sport, quel que soit le sport, mais aussi de faire des études, c'est les universités américaines, soyons clairs. Mmh. Quel Voilà, que soit le sport d'ailleurs. ouais, quel que soit, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Merci Marc pour cette réponse vraiment très détaillée, hein. Vous voyez comme quoi c'est très très intéressant justement de parler un petit peu de ce qui se passe, hein, donc dans le monde de la glisse. Alors Marc, une question personnelle, justement pour les JO 2030, comment vous les percevez à 3 ans Vous et avez, demi? Ah. vous avez décidé de me mettre des pièges ce soir, j'ai l'impression. C'est ma Euh, question à moi, hein, c'est pas voilà. Vous savez, moi, pour l'instant, je fais que lire effectivement un peu les médias. Alors avec des fois, il y a ce qu'on appelle
des fake news ou pas. Mm. On a vu il y a quand même un certain tremblement au sein du COJO. Vous savez, le sujet est bien vaste, c'est-à-dire qu'il y a une logistique, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Il y a des sites qui ont été choisis sur lesquels moi je reste assez sceptique quand même, pour être clair. Mais il y a, si vous voulez, ça demande beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le temps, il reste, à mon avis, très court et que il y a quand même beaucoup de sujets à évoquer. C'est pas simple. C'est un combat du quotidien. Je crois qu'Edgar l'a expliqué hier soir à la télévision française. Mm. Mais Mm. moi, je reste positif en tant qu'ancien compétiteur. Et puis moi, je fais partie d'un encadrement, comme je vous l'ai dit, privé, dans l'objectif de 2030. Donc, Mm. donc je reste en tout cas confiant. La partie n'est pas simple, soyons clairs. Et vous savez, quand vous êtes athlète de haut niveau, les parties sont jamais simples. Mm. C'est facile de dire que ouais, le mec il a réussi ou mademoiselle a réussi, mais vous savez c'est beaucoup plus compliqué que tout ça. Vous faites face beaucoup plus à de déceptions que à du succès. C'est le quotidien. Et quand vous êtes vous-même champion, vous savez que c'est votre quotidien de vous battre et que rien n'est simple, rien n'est acquis. Et là, c'est un combat qui s'avère pas non plus vraiment posé. Assez avec beaucoup de calme et tout, mais ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'investissement parce que n'oubliez pas que ça a été décidé il n'y a pas si longtemps que ça et que Mm. là aujourd'hui il y a une course contre la montre pour beaucoup de domaines et de choses pour les Jeux Olympiques de 2030. Mm. Puis ça passe très très vite hein, les années. C'est vrai que dès qu'on prépare ce genre d'événement, on y est tous les jours pratiquement, hein, ceux qui organisent ça. Et c'est vrai que ça leur prend beaucoup de temps dans la vie personnelle. Puis également, voilà, c'est beaucoup de pression hein, quand même hein, pour organiser ça. Hein. Oui, alors vous savez, pour pas citer, un certain ami Patrice, qui est un grand expert de la communication, qui s'est occupé des Jeux Olympiques de 2024, mais aussi des championnats d'Europe de football, et qui m'expliquait que 2030, la complexité, c'était le système vous savez, de broadcasting, c'est-à-dire comment tout va être diffusé dans le monde entier. Et c'est là une complexité avec la montagne, avec l'évolution des communications qui évoluent constamment. Euh, et donc ça, c'est aussi un sujet très compliqué, ce qu'on appelle le International Broadcast Center, le système de télécommunication qui est en fait l'une des plaques incontournables que le CIO impose au COJO Mm. pour mettre en place tous les flux de communication dans des zones de montagne avec aussi, vous avez vu, l'éloignement des sites. C'est un gros sujet et c'est l'une des pièces, à mon avis, très précises dont le COJO devra impérativement se pencher le plus rapidement possible pour être, parce que vous savez que tout tourne autour de la communication et de la télécommunication, puisque Voilà. nous-mêmes nous en Mm. faisons partie. Oui, tout à fait. On voit l'évolution chaque année et également le coût, hein, parce que voilà, vu que c'est en montagne, le coût également est plus important que quand il y a un direct à faire en plaine, hein, Marc. Hein. C'est ça aussi également la différence. Hein. Complètement, puisque même si les sports d'été comme Paris, il y en a beaucoup plus que les sports d'hiver, mais la complexité, c'est que là, vous êtes quand même dans des massifs montagneux, avec ce que l'on sait sur les réseaux, sur la Mm. communication et la télécommunication. Et là, vous avez vu le nombre d'épreuves et la diversité des domaines. Donc là, c'est l'une des grandes complexités du COJO, parce que c'est ce qui est imposé par le CIO. Le CIO, en l'occurrence, des parties très compliquées comme ça, c'est l'obligation du comité d'organisation, dont nous, la France, et c'est certainement l'une des parties, en fait, c'est ce que l'on voit pas, mais c'est l'une des parties les plus importantes. Parce que c'est ce qui permet de récupérer des partenaires, des sponsors, de la billetterie et bien d'autres choses encore. Moi, je suis pas Voilà. Mm. assez pointu là-dessus, mais j'ai un peu des informations. Oui, oui, ça va être à mon avis, des points clés pour notre organisation, parce que qu'on dise il y a un site à tel endroit que vous avez, effectivement, on aura Annecy, ceci, on aura dans le Briançonnais, oui, Mm. l'épreuve à tel endroit, oui, mais le réseau de de communication et de télécommunication, vous savez que c'est l'un des sujets, à mon avis, maître d'une organisation des Jeux Olympiques, oui.
Oui, voilà. Et puis on rappelle que les images sont donc fabriquées, produites par justement le CIO qui redistribue aux chaînes de télévision du monde entier. Également, le coût de la diffusion est énormément, avec plusieurs millions d'euros, Marc. C'est vrai que ça coûte très cher et c'est vrai qu'on était spectateur lambda, c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas, mais quand on est dans le système de la télé, on sait que ça coûte très cher. Et puis un gros moyen également. Oui, oui, tout ce qui est évidemment transmission, flux, est bien Mm. plus compliqué que ça. Vous savez, je dirais presque, vous avez l'impression d'être dans des salles de commande d'armée, hein, presque. C'est C'est très vrai. compliqué. C'est très, très compliqué. Voilà, voilà pour ces JO, Marc. Et puis on voit également à côté de vous ces images qui défilent en ce moment. C'était hier soir du côté de la halle olympique d'Albertville avec ce drapeau qui a été hissé tout en haut. Toujours un très bel endroit qui a été conservé quand même depuis 1992. Avant de se quitter, Marc, on va quand même poursuivre avec quelques dates à ne pas manquer. Parce que les athlètes ne sont pas en vacances et continuent jusqu'à la fin de l'hiver avec différents événements, compétitions surtout. Oui, oui, notamment les Coupes du Monde. Alors moi, j'ai noté notamment les Coupes du Monde de ski alpin qui enchaînent tout de suite parce que les filles vont être en descente le 27 et deux super géants le 28. Mm. Euh, et les garçons seront le 28 et le premier en descente et en super géant. Sachant que derrière, il y aura Kranjska chez les garçons qui seront le 7 et 8. Mais après, vous savez que le 14 et 15 mars, vous allez avoir deux épreuves de Coupe du Monde. Mettez dans votre agenda à Courchevel, chez les garçons, vous aurez une descente et un super géant qui aura lieu le 14 et 15 mars à Courchevel, avant les finales mondiales. Et donc là, vous voyez, les filles et les garçons, ils sont déjà en phase le 25. Ben, ça va commencer les entraînements de descente avec une descente le 27 et deux super géants qui ont été repris par une annulation en début de saison. Donc vous voyez, ils n'ont pas le temps de beaucoup de faire la fête et de se reposer parce que la Coupe du Monde n'est pas terminée. Elle se terminera à Lillehammer. Donc là, voilà les prochaines épreuves de Coupe du Monde qui arrivent là. Donc, je pense que la semaine prochaine, on aura de nouveau un débrief sur les Coupes Bah, du Monde. et voilà, on va continuer à débriefer avec Marc jusqu'à la fin de cette donc période d'hiver. Ça dure jusqu'à fin avril à peu près les compétitions. Alors, les compétitions internationales, oui, voire fin avril, début mai. Mais la Coupe du Monde s'arrêtera au mois de mars, après les finales de Lillehammer. Et après, il y a encore un certain nombre de compétitions dans le calendrier de la Fédération internationale. Et les finales de Coupe du Monde, c'est mi-mars, fin mars, pardon, auront lieu à Lillehammer. Donc voilà, ce sera la fin de la saison. On a une belle carte à jouer en slalom avec nos slalomers, pourquoi pas un globe. Voilà. Et après, moi, j'ai pas regardé. Il y a encore du biathlon, il y a encore des épreuves de saut à ski, il y a encore beaucoup d'épreuves de Coupe du Monde. Voilà, bon, encore Voilà. beaucoup. Voilà. Beaucoup de glisse encore d'ici la fin de l'hiver. Nous, on sera là avec Marc Garcia une fois, voire deux fois par semaine pour faire le débrief selon les compétitions et analyser également aussi. Vous pourrez participer à cette émission avec vos questions. Voilà pour ce 19h glisse de Marc Garcia. C'est le nouveau nom de cette émission qu'on voulait justement. Voilà, on voulait un petit peu innover également avec un nouveau studio également virtuel ici. On va vous souhaiter une très belle soirée, Marc. On va se retrouver donc soit dans la semaine, soit la semaine prochaine pour le débrief des compétitions qui continuent, comme vous l'avez dit. Oui, oui, oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Claude, hein, Oui. notre consultante aussi sur la place du Lac. Il faut savoir elle est professeure d'anglais sur le pôle France qui est sur Albertville. Donc, elle est professeure d'anglais pour tous les athlètes de toutes les disciplines. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu bénéficier de l'entrée avec tous ces athlètes d'en profiter. Merci à elle. J'imagine elle a dû vraiment se faire plaisir avec ce moment incroyable avec tous les. Donc, elle est professeure d'anglais au pôle France à Albertville. Donc, thanks a lot. Merci beaucoup pour Merci elle, Claude. pour ces Voilà. belles idées. Merci, Claude. Hein, faut quand même pas Voilà. oublier, faut lui faire la bise. Et Ah bah oui, alors moi, voilà. je veux revenir sur un sujet de sécurité. Aujourd'hui, je suis sur les pistes de ski et j'ai vu des Ouais. trucs complètement hors du temps, hallucinants. J'ai vu des gens aller trop vite et qui perdaient les skis et terminaient dans la forêt.
Alors, apparemment sans gravité, mais j'ai aussi vu Mm. des gens dont certaines personnes étaient tombées. Et là, on s'arrête au milieu de la piste, on enlève les skis, on laisse les bâtons, les skis en plein milieu de la piste, on monte pour voir si la personne va bien. Et là, c'est une dangerosité absolue, sachant qu'il y a beaucoup de monde sur le domaine skiable. Et là, Mm. c'est des choses que j'avais encore pas observées, mais je vous en parle parce que le comportement sur les pistes de ski, vous n'êtes pas seul. Vous avez une responsabilité quand vous êtes en ce qu'on appelle en aval, vers la partie basse, et que tous les gens qui arrivent en amont, eh ben, ils doivent aussi contrôler leur vitesse. Mais c'est pas parce que vous êtes en amont que si certains imbéciles se comportent d'une manière complètement incohérente, ben, ça peut amener des accidents graves. Ça, c'est très Mm. important parce que il y a beaucoup de monde, de nouveau, cette période du mois de février et début mars avec les vacances. Et là, le comportement de certaines personnes en termes de contrôle de vitesse et surtout l'attitude qu'on a sur les skis amène une Mm. dangerosité et amène des accidents. Et ça c'est quand même très important et de le souligner. Vous n'êtes pas seul sur une piste de ski. Vous n'avez pas le droit de marcher sur une piste de ski en plein milieu d'une piste de ski sans les skis. Il est totalement interdit de monter à contresens d'une piste de ski. Alors on voit toute une bande de randonneurs. Alors très bien, Émilie Arop et Thibaut Anselmet, mais normalement il y a des tracés et il y a des choses qui sont à respecter. Donc on est quand même dans des phases où il y a un comportement alors, ou c'est par manque d'information, ou là je me dis, il y a quand même certainement des gens qui se comportent d'une manière totalement incohérence. Pour d'abord leur propre danger, mais Mm. d'amener un danger pour d'autres, pour les autres personnes, dans un espace évidemment de liberté. Voilà, voilà le mot de sécurité de Marc. On reviendra dessus avec Marc dans nos prochaines émissions. Soyez donc prudents et faites attention à vous en montagne, surtout en ce moment avec le redoux qu'on a pu observer depuis hier lundi. Les températures ont bien grimpé et également aussi en montagne. On va en parler dans quelques instants dans nos prévisions de la météo. Merci beaucoup Marc pour ce 19h de la glisse de Marc Garcia qu'on retrouvera dans les prochains jours. Merci beaucoup également à ceux qui ont posé les questions durant la quinzaine olympique également, puis aussi tous les soirs, régulièrement dans cette émission. Merci Marc également pour vos analyses, vos commentaires, et également aussi vos conseils, également aussi avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement, Marc. Bah oui, obligé. Hein. Bien sûr. Alors, hors piste aussi, vigilance, même si ça a baissé, on n'est plus en 5, vigilance sur le hors piste, sur la dangerosité. Mm. Il y a ce qu'on appelle des gobelets. Là, on est dans des phases avec le réchauffement. C'est vraiment dangereux sur le ski hors piste. Soyez prudents, s'il vous plaît. Voilà, grande prudence. Voilà, Marc. Merci, Marc, pour ces conseils, également aussi ces alertes durant cette période de redoux en montagne. Merci, Marc. À très bientôt. Puis le 19h glisse de Marc Garcia est à retrouver en replay dès demain sur Facebook, YouTube et également aussi sur TikTok. Voilà, pour ceux qui veulent revoir cette rubrique. Merci, Marc. Belle soirée à vous. Bonne soirée, bonsoir à tous. Salut Johan, à bientôt. Voilà, avec le nœud de papillon ce soir, rien que pour nous. Merci, Marc. Merci. Voilà, nickel, hein, très beau. Merci. Voilà, voilà pour ce 19h glisse de Marc Garcia. On retrouvera bien entendu Marc dans nos prochaines émissions. Voilà pour cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 19h glisse de Marc Garcia.